Au cœur de la forêt boréale du Québec se trouve une région reconnue pour ses contrastes et ses grands espaces sauvages. Bienvenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bienvenue dans la zone boréale. On entend beaucoup parler de saines habitudes de vie. Ça me parle, parce que dans saines habitudes de vie, on a saine alimentation. Se nourrir, c'est beaucoup plus que manger. S'alimenter répond à de multiples besoins reliés au corps, bien sûr, mais au bien-être de l'individu, sa personnalité, ses liens avec son groupe, sa société et sa culture. On sait que la saine alimentation regroupe les multiples facettes de la santé globale que recherche tout mangeur en quête d'harmonie. Harmonie entre son bien-être personnel et celui de son environnement. C'est ça que j'ai voulu explorer. J'ai d'abord discuté avec Laurie Fradette, nutritionniste de formation. Elle travaille en collaboration avec différents partenaires régionaux pour la promotion des saines habitudes de vie. Où ça se rejoint dans ta tête, là? Le côté nutritionniste en toi, puis le côté saines habitudes de vie? Bien, je crois que ça va de soi, ça va de pair. La santé, on pense souvent aux maladies, donc tout le côté un petit peu hôpital de la chose, mais avant d'aller là, idéalement, on devrait travailler beaucoup plus en amont, donc les saines habitudes de vie, prévenir plutôt que guérir. Donc, je trouve que c'est un travail qui est gratifiant, qui est très motivant aussi, parce qu'on est plus dans le positif. Donc, les gens sont plus contents de parler de saines habitudes de vie que de parler de maladies. Donc, c'est un travail qui est vraiment très intéressant et stimulant. T'aurais-tu aimé ça, être nutritionniste en 1980? Je suis pas certaine. les modes changent beaucoup en alimentation. Oui. C'est peut-être pas quand même plus facile de nos jours parce qu'on est tellement submergé d'informations en nutrition, donc les gens ont de la difficulté à démêler le vrai du faux. Oui. Donc, c'est que souvent un rôle aussi de ramener les gens aux bonnes informations, un rôle de crédibilité aussi. Donc, comment aller valider les informations qui circulent là. Tu me fais penser un peu que, comme il y a eu la mode du chia pendant un bout, puis un super aliment qui est supposé, écoute, ça t'enlève le cancer. Puis, d'un autre côté, il y a tout le côté environnemental qui est super compliqué, puis qu'il y a de la déforestation qui est liée. Puis, Oui, c'est parfois complexe de juger si un aliment est sain ou malsain, puis on peut pas non plus classer les aliments comme ça. Hein? Quand on regarde un aliment, il y a plein de facteurs à prendre en considération. Donc oui, le chia, comme tu parles, il est bon, contient des bonnes fibres, des oméga-3, mais s'il est cultivé très, très loin, qu'il parcourt des milliers de kilomètres, bien, c'est des questions qu'on doit se poser aussi quand on achète nos aliments. Puis il y a parfois aussi possibilité de faire des choix plus régionaux aussi avec les super aliments. Donc, à faire attention aussi, il n'y a pas un aliment qui va garantir une santé, comme il n'y a pas un aliment qui va nous garantir la mauvaise santé. C'est vraiment un équilibre de tous ces aliments-là qui va être important. C'est quoi la ligne de pensée dans ces années-ci, en 2017? La ligne de pensée, bien, je crois qu'il faut ramener les choses à la base, très, très simple, finalement, de prioriser les aliments qui vont être le moins transformés possible, les aliments frais aussi. Quand on pense aussi à l'agriculture locale, aux producteurs d'ici, bien, c'est une fraîcheur qu'on n'a pas à l'épicerie. Bien, à l'épicerie, oui, on achète local, mais si c'est des aliments qui ont parcouru plusieurs kilomètres, ça aussi, ça va nuire un petit peu à la qualité des aliments. Donc, de garder ça simple, aussi de cuisiner davantage, je dirais. Les gens ont perdu beaucoup cette habileté-là qui était transmise d'emblée avant, mais que maintenant, on perd ça. Puis nos jeunes n'ont plus non plus toutes les habiletés culinaires. Donc, ça aussi, c'est important, puis de ne pas oublier. Donc, on sort de l'aliment, on sort de l'assiette. Il y a tout le autour de l'alimentation qui est autant important que les valeurs nutritives. J'ai pas abordé aussi de garder le plaisir à manger. Hein? Donc, tout ce qui est culpabilité, restriction, on essaie d'éviter ça le plus possible, de se concentrer sur apprécier la nourriture qu'on a, de prendre le temps de manger aussi. C'est un conseil qui paraît simple, surtout pour les personnes qui surveillent leur poids. Je pense que le meilleur conseil à avoir, c'est de manger quand on a faim puis d'arrêter quand on n'a plus faim. Donc, de se questionner après un repas, comment je me sens? Est-ce que je suis inconfortable? Est-ce que j'ai trop mangé? Donc ça va aider aussi à avoir une saine alimentation. Donc, prendre le temps de manger, puis tout le contexte du repas.
d'avoir du plaisir, de fermer les distractions, puis vraiment de se concentrer puis d'apprécier ce qu'on est en train de faire. Comment qu'on gère le tableau nutritionnel puis la liste des ingrédients? Comment qu'on vit cette bataille-là quotidienne? Ces temps-ci, on est parsemé d'informations nutritionnelles, puis c'est vrai que des fois, c'est difficile de démêler un peu tout ça, de savoir sur quoi je me fie, qu'est-ce que je dois regarder. Encore là, on garde ça simple. Pour faire des choix, la liste d'ingrédients est intéressante parce que quand on voit qu'il y a 20, 25 ingrédients puis qu'on n'est pas capable de prononcer les noms, bien ça, c'est peut-être un signe que c'est pas le meilleur aliment à mettre dans son panier. Donc, des aliments qu'on est capable de prononcer. Puis encore là, si on voit le sucre, le glucose, fructose, la mélasse, etc., bien là, c'est toutes des formes de sucre. Donc, ça nous montre qu'il y a beaucoup de sucre dans l'aliment, à faire attention. Donc, moins d'ingrédients possibles sur la liste, ça nous garantit que l'aliment va être peu transformé. Puis, de faire attention aussi à toute la mode de sans sucre, sans gras, allégé, etc. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas de problème de santé, là, je parle pas pour ceux qui ont un diabète ou une maladie cardiovasculaire, mais quelqu'un qui est en santé, il n'a pas besoin de ces aliments-là. Parce que souvent, quand ils coupent le gras, ils rajoutent du sucre ou ils remettent plus de sel. Puis, il ne faut pas avoir peur non plus des fameuses calories. Les calories, on n'oublie pas, c'est de l'énergie. On en a besoin pour vivre. Donc, si on évite à tout prix les calories, on ne sera pas rassasié, on va avoir toujours faim, on va vouloir compenser par d'autres aliments. Donc, à faire attention aussi à tout ça. Fait que je retiens fraîcheur, je retiens simplicité à la base, je retiens qu'on cuisine, puis je retiens qu'on prend plaisir puis qu'on apprécie. Puis, on encourage les producteurs d'ici, justement, parce qu'on va avoir tout ça. Puis, ça peut être intéressant aussi d'apporter les enfants à la ferme, comme je disais, de ne pas perdre le savoir-faire culinaire. Donc, tout le autour de l'alimentation. Tu sais, il y a des enfants qui pensent encore que des tomates, ça pousse dans le réfrigérateur ou à l'épicerie. Donc, leur faire prendre conscience de tout ça, d'aller rencontrer les producteurs, de découvrir des nouveaux aliments, de discuter de tout ça, bien, ça aussi, c'est un beau cadeau à transmettre à nos enfants. Pour manger sainement, encore faut-il avoir accès à une offre alimentaire suffisante en matière de variété, de quantité et de qualité. Un autre terme souvent entendu, c'est celui d'insécurité alimentaire. J'ai croisé, un jour, une femme médecin qui m'a marqué sur plusieurs points. Une femme de cœur et de conviction. Elle se nomme Kathleen Pelletier. Cette grande dame a choisi de travailler en santé publique pour, comme elle le dit si bien, prévenir plutôt que guérir. Je lui ai donné rendez-vous dans un endroit assez original, un kiosque d'épis de maïs, libre-service. Je t'ai amenée ici parce que je voulais comprendre un peu sur quoi tu travaillais, comprendre tes passions, comprendre tes rêves pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que tu le rêves grand, notre Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu as des convictions. Puis tu travailles beaucoup sur l'insécurité alimentaire. Parle-moi de ça. C'est quoi ce concept-là d'insécurité alimentaire? L'insécurité alimentaire, bien, il y a aussi la sécurité alimentaire, OK? OK. Bon, l'insécurité alimentaire, là, ça se vit vraiment au niveau des individus. OK. OK? Et puis, ça se vit quand même pas mal dans la région. Puis qu'est-ce que c'est, en fait? C'est d'avoir peur ou encore de manquer de nourriture ou encore de ne pas manger nécessairement la nourriture qu'on voudrait manger ou encore avoir à sauter des repas par un manque économique, par un manque d'argent. Donc, puis ça se vit à peu près... Nous, on documente là, dans nos études au CIUS, là, à la Direction de santé publique, nos études qu'on fait auprès de la population, qu'il y a 29 000 personnes adultes dans la région qui vivent l'insécurité alimentaire. Et là, je ne compte pas les enfants. Fait qu'imagine si j'embarque aussi les enfants, parce qu'on sait que dans le réseau des banques alimentaires Canada, puis on a des statistiques aussi pour le Québec et la région, c'est à peu près le tiers des personnes qui ont de l'aide alimentaire, ce sont des enfants. Donc, c'est quand même une problématique très importante. C'est à peu près une personne sur 7 dans la région, un adulte sur 7. Donc, peut-être un petit peu plus si on inclut les enfants qui vivent l'insécurité alimentaire. Fait que, dans le fond, comme on est tissé serré là, dans la région, puis qu'on se connaît pas mal toutes, puis on est comme une grande famille, puis on est tous à peu près des frères, des sœurs, des oncles, des cousins, des cousines, bien, ça nous concerne parce que ça peut être nous qui la vivons, puis on n'en parle pas parce que c'est tabou de parler de ça, puis ça peut être notre frère, notre sœur, notre oncle, notre père, notre mère, hein? Puis quand on est des professeurs à l'école, bien, c'est les enfants à qui on enseigne.
La sécurité alimentaire, elle... La sécurité alimentaire, ça fait appel à quelque chose de vraiment plus large. Puis quand on pense vraiment à nous comme consommateurs, on a juste à penser que quand on achète des aliments, bien, les aliments, c'est pas une marchandise comme les autres marchandises. C'est quelque chose qui est essentiel à la vie. Autant que l'air pur que l'on respire, l'accès à l'eau, à une eau potable de qualité, bien, avoir accès à une nourriture de qualité en quantité suffisante, c'est un bien précieux. C'est quelque chose que collectivement, on doit assurer puis qu'on ne doit pas laisser dans les mains des autres. Puis je pense qu'on est un petit peu insouciant. Okay. On laisse aller notre production alimentaire beaucoup trop à l'extérieur. On laisse aller ça dans puis tout ce qui concerne aussi la transformation, la distribution. Il y a une concentration de la distribution de plus en plus dans quelques mains. Fait que ça nous laisse dépendants à la merci de la production. On a diminué de beaucoup notre autosuffisance alimentaire. On est en train de se reprendre, mais on a beaucoup diminué ça. Ça veut dire qu'on contrôle moins bien. L'offre alimentaire peut être suffisante, mais inaccessible financièrement ou géographiquement. On compte plusieurs petits villages dans la région. Mais il existe plusieurs initiatives en sécurité alimentaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les cuisines collectives, les jardins citoyens, les projets de municipalités nourricières, les épiceries communautaires, les services de dépannage d'urgence, des groupes d'achat, les ateliers de cuisine, toutes catégories de tâches confondues. Et ce ne sont que quelques exemples. On travaille de mieux en mieux à la développer, notre sécurité alimentaire dans la région. Il y a vraiment beaucoup de monde qui y travaille, que ce soit quand on est en train de travailler à augmenter le revenu des gens. Quand on travaille aussi à promouvoir les saines habitudes de vie, dont la saine alimentation. Je pense qu'on rend de plus en plus les gens conscients comment c'est important, comment ça a un effet sur notre santé, notre bien-être, notre capacité de nous épanouir. Quand on fait aussi toute la promotion d'acheter plus local, il y a des équipes qui travaillent aussi à réduire l'insécurité alimentaire, toutes ceux et celles qui offrent de l'aide alimentaire, parce que tant qu'on n'aura pas une sécurité alimentaire optimale, de meilleurs revenus, puis une plus grande production alimentaire où on va pouvoir plus partager encore, plus être équitable. Donc, il faut aider les personnes qui ont faim, parce qu'il y en a beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, là. Le constat c'est qu'il y a beaucoup de travail qui se fait, mais là où on a un pas de plus à faire, c'est de travailler ensemble. Qu'est-ce qui te désole, Kathleen, là, puis que tu vois des choses, tu te dis, je peux pas croire qu'en 2017, on est encore là-dedans, là, tu sais. Ça me désole qu'il y ait des adultes qui aient faim dans notre région, mais ça me désole encore plus qu'il y ait des enfants. Puis ce qui me désole encore plus, c'est qu'on pointe du doigt, on les rend responsables, ces individus-là, alors que c'est des effets de système. Puis ce système-là, on doit le remettre en question, parce que ailleurs, dans d'autres pays, ça marche différemment, puis ça marche beaucoup mieux. Ouais. Donc, on a des exemples pour aller vers le mieux. On est quand même moins pire en termes de répartition des richesses que partout ailleurs en Amérique du Nord, au Québec. On répartit mieux notre richesse, mais il y en a des inégalités entre nous. Fait qu'en tant que collectivité, on peut avoir des actions concrètes, premièrement en prenant conscience. Deuxièmement, en donnant et en aidant comme on est capable de le faire avec ce qu'on a comme individu. Puis troisièmement, j'imagine avec nos choix aussi, parce que quand on dit un achat, c'est un vote, ce système-là, on est capable tranquillement d'y donner une twist puis de l'amener ailleurs. Est-ce que tu y crois à ça? On en a un pouvoir. Il est plus grand qu'on le pense. On peut demander à nos épiceries d'avoir des produits locaux. On peut le demander à nos institutions, écoles, garderies, partout. Où on peut faire une différence. Si on se sent tout seul, tu sais, pas capable tout seul comme individu, mettons-nous à la gang, tu sais, puis rallions-nous, puis on peut faire vraiment une différence ensemble.
Plusieurs points lient la vision de la saine alimentation au concept de développement durable. S'alimenter constitue généralement une action posée par chaque personne plusieurs fois par jour. En raison de son envergure, l'activité alimentaire allant de la production des aliments à la consommation, en passant notamment par la transformation, le transport et la conservation, peut laisser une empreinte écologique très importante. Les choix entourant l'alimentation ont un impact sur différentes sphères de notre société. Pour en discuter, j'ai rencontré Nicolas Gagnon, directeur général du CQDD. Le développement durable, c'est une réponse internationale de sommet qu'il y a eu des Nations unies pour changer notre modèle de développement où on se rendait compte qu'il y avait des impacts au niveau du modèle de développement, que ce soit au niveau humain, au niveau environnemental et même au niveau économique où il y avait des disparités, des inégalités. Donc, le développement durable, c'est avant tout un projet de société, une utopie vers laquelle il faut tendre et en fait, ça s'est opérationnalisé dans les entreprises. Et maintenant, au niveau régional, il y a une mobilisation parce que ça devient un avantage concurrentiel, ça devient une opportunité de se positionner, puis ça devient important pour les entreprises pour rester performantes. C'est quoi les bases du développement durable, les principes de base? Les principes de base, bien, en fait, c'est assez simple au Québec parce qu'on a une loi sur le développement durable et cette loi-là s'appuie sur 16 principes. Puis je ne vais pas toutes les nommer, mais mettons qu'il y en a quelques-uns qui sont incontournables. D'abord, le premier, la santé et la qualité de vie. C'est le premier principe de développement durable. Puis ce que ça envoie comme signal, c'est que l'être humain doit être au centre des préoccupations du développement. Ensuite, on parle d'équité puis de solidarité sociale, donc faire en sorte qu'il y ait une équité entre les générations, envers les générations futures, mais aussi une solidarité envers les populations plus démunies, envers les inéquités sociales, si on veut. Donc, qu'il y ait un soutien dans ce sens-là. Ensuite, on parle de performance économique, donc que l'économie du Québec et de ses régions soit plus performante, qu'elle soit porteuse d'innovation, qu'elle soit plus prospère pour permettre un progrès social. Ensuite, on parle de consommation et de production responsable. Donc, déjà là, on est un peu plus dans l'opérationnel pour faire en sorte que les modèles de production et de consommation soient plus respectueux sur le plan social et environnemental et aussi la protection de l'environnement, donc que tout projet de développement prenne en compte les impacts sur l'environnement. Donc, c'est quelques-uns des principes, mais je pense que c'est des principes assez porteurs là, par rapport, pour comprendre qu'est-ce que ça peut être le développement durable. Est-ce qu'il y a différentes façons de commencer une démarche en développement durable ou c'est un chemin? Non, il y a différentes façons. Il y a des organisations qui vont plus y aller avec des initiatives. Ils vont décider de se tourner vers le biologique ou il y a plein de choses qu'on peut faire quand on fait une démarche de développement durable. Donne-moi des exemples. On va travailler sur des enjeux environnementaux. Par exemple, réduire l'utilisation d'insecticides, d'herbicides, de pesticides, donc de faire de la gestion, une lutte intégrée jusqu'à l'autre bout du spectre, là, qui est faire de la production biologique, par exemple. Réduire la consommation d'eau, réduire l'impact sur les cours d'eau, réduire sa consommation d'énergie, mettre de l'avant des initiatives pour être plus efficace du point de vue énergétique, réduire les émissions de gaz à effet de serre, différentes initiatives qui peuvent être réalisées. Ensuite, réduire les emballages, bien gérer les matières résiduelles. Donc, c'est différentes initiatives environnementales. Des initiatives sociales, ça va être, oui, de bien travailler au niveau de la santé et sécurité, mais d'aller dans une démarche volontaire jusqu'à faire la promotion des saines habitudes de vie. Ensuite, travailler le développement des compétences, la conciliation travail-famille, ça peut être de préparer la relève. Donc, tous des enjeux plus sociaux, si on veut, qui touchent les travailleurs. Et ensuite, des aspects plus économiques, comme la stratégie de dons et commandites, comment l'entreprise peut contribuer au développement de la collectivité dans ses pratiques d'investissement, comment ils peuvent intégrer des critères environnementaux, socio-économiques dans leurs propres pratiques d'investissement ou dans leurs pratiques d'approvisionnement en privilégiant des fournisseurs régionaux ou des produits qui sont plus éco-responsables, par exemple. Donc, c'est quelques initiatives. Vraiment vaste, là. Oui, c'est très vaste. Ça devient une démarche globale pour agir comme meilleur citoyen corporatif en bout de ligne. Du côté consommateur, on a un pouvoir d'achat. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire puis par où qu'on commence quand on veut agir de façon plus responsable dans nos achats? Si on décide d'aller vers de la consommation responsable, c'est entre autres de remettre en question l'achat de certains produits, de se questionner par rapport aux besoins réels d'un produit.
Et ce qu'on voit, entre autres, il y a des produits, par exemple, comme les bouteilles d'eau, où on pourrait sans doute se passer. On remarque qu'il y a 800 millions de bouteilles d'eau qui sont jetées dans les océans à chaque jour. Donc, dans ce sens-là, il y a certains produits qu'on peut remettre en question. La bouteille d'eau, l'herbicide sur le terrain, certains produits d'entretien ménager. Donc, peut-être certains produits qui sont pas très nutritifs. Donc, il y a un questionnement à avoir par rapport à ça. Puis sinon, moi, si je pense développement durable, puis que je pense un des problèmes qu'on a quand on prend nos aliments sans nécessairement avoir une réflexion, c'est le kilométrage, c'est la provenance des aliments. Tout à fait. Tout à fait. C'est certain que le fait d'acheter des produits régionaux a un impact positif et va dans le sens du développement durable. En fait, c'est une question qu'il faut se poser, la provenance des produits. Pourquoi? Parce que de privilégier des fournisseurs régionaux, des producteurs régionaux, que ce soit des transformateurs ou des producteurs agricoles, d'abord, ça permet de créer ou de maintenir des emplois de qualité auprès d'entreprises qui contribuent directement à la vitalité des villages, des villes de la région. Ensuite, il y a la question de leur contribution à la vie sociale, parce que c'est des entreprises, via leur stratégie de dons et commandites, contribuent souvent à des causes sociales, des événements sportifs, des événements culturels. Et du point de vue environnemental, bien évidemment, il y a tout le fait que un des facteurs, une des sources d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le transport, entre autres le transport des marchandises. Et le fait de s'approvisionner auprès d'un fournisseur de sa localité ou de la région fait en sorte que l'empreinte en termes de gaz à effet de serre est beaucoup moins importante. Donc, oui, ça fait partie de la réflexion de consommation responsable de choisir entre un produit qui vient de l'autre bout de la planète ou qui est fait juste à côté de chez nous. J'imagine que si j'ai une réflexion pour avoir un comportement de consommateur responsable, je pense qualité aussi. Tout à fait. La qualité en termes de santé, c'est-à-dire un produit qui a moins de sel, qui a moins de sucre, un produit qui a été fabriqué en cherchant à réduire l'impact sur l'environnement du produit, que ce soit un produit biologique ou un produit issu d'une autre certification. Donc, il y a différents efforts qui peuvent être faits pour choisir des produits qui sont plus éco-responsables. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont des démarches déjà en agroalimentaire et en agriculture? Oui, en fait, le choix d'une entreprise qui se démarque par sa responsabilité sociale ou son engagement et développement durable, c'est un autre levier que le consommateur qui veut faire des choix plus responsables a à sa disposition. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on parle de plus d'une trentaine d'entreprises qui ont fait une démarche. Et c'est certain que d'acheter auprès d'une entreprise qui se soucie de ses modes de production, qui cherche à avoir des impacts positifs sur les travailleurs, sur la communauté, contribue directement au développement durable. J'entends déjà les gens dire « Oui, mais ça coûte plus cher acheter des produits locaux. » Tout à fait. En fait, c'est des produits locaux, des produits éco-responsables ou chercher de faire une meilleure consommation. Nécessairement, ça a un coût souvent plus élevé. Pas toujours, mais souvent. Et dans ce sens-là, moi, ce que je conseille aux gens, c'est que si vous voulez contribuer au développement durable par vos modes de consommation, parce que acheter, c'est voter, c'est très simple. C'est qu'à chaque semaine, sur la quantité de produits que vous achetez à l'épicerie, vous pouvez en cibler un sur lequel vous n'êtes jamais posé de questions, puis vous dire, est-ce que j'ai une alternative entre ce produit-là puis les autres produits? Est-ce qu'il y en a un qui vient de la région, qui est fait par un producteur régional? Est-ce qu'il y en a un qui est fait par une entreprise qui se démarque comme un bon citoyen corporatif? Est-ce qu'il y en a un des produits qui... une alternative qui a une certification, qui est biologique, par exemple? Donc, il y a ces différentes opportunités-là. Et je me dis, moi, un consommateur qui, à chaque semaine, se pose la question sur un produit, ça peut faire une différence parce qu'on dit souvent que chaque geste compte. Les gens qui ont parti le Centre québécois de développement durable, c'était des précurseurs. C'est avant même le Sommet de la Terre qui a propulsé le concept de développement durable. Et à l'époque, même, je dirais, il y a 10 ans, on était encore des extraterrestres quand on rentrait dans des organisations. Là, la différence, c'est que les consommateurs ont des attentes, les grands acheteurs ont des attentes et même les bailleurs de fonds intègrent des critères de développement durable dans l'octroi du financement. Donc, il y a des signaux très clairs du marché qui font en sorte que
les entreprises se tournent vers ça, puis en même temps, il y a plein de bénéfices de se tourner vers une démarche de développement durable. Donc, le concept a atterri et est devenu plus opérationnel et plus accessible pour les organisations. Et il y a tout un vent de changement qui est en train de se créer, entre autres au niveau régional avec les entreprises agroalimentaires. Une alimentation saine est constituée d'aliments diversifiés, mais elle est aussi consciente et responsable. Puisqu'une saine alimentation contribue à un état de santé optimal, elle aura également un impact favorable sur le bien-être de l'humain et de son développement. Enfin, la saine alimentation, c'est une affaire de globalité, de nuances, de modération et de réflexion sur le sens que l'on veut donner à l'acte de manger. Aujourd'hui, mes découvertes sont sous les thèmes des petits fruits. Je vous parle de Camrys Mistook et de la cannebergerie. Camrys Mistook vous offre une gamme de produits, tous faits à base de Camrys. Mes chouchous, les produits à cocktail et les sauces piquantes. La Camrys, c'est le nouveau petit fruit de la région. C'est vraiment un produit qu'on va voir de plus en plus sur nos tablettes et qui est reconnu pour ses qualités nutritives. Des entreprises comme Camrys Mistook nous permettent d'en explorer le plein potentiel. Pour découvrir ce qu'ils produisent, je vous invite à visiter leur boutique en ligne. On connaissait déjà la cannebergerie pour leur canneberge en sauce et leur gelée de canneberge, mais voilà qu'ils nous arrivent avec de nouveaux produits super intéressants comme le jus de canneberge et les épices. L'histoire est vraiment intéressante parce que Sophie a cherché une façon de transformer les résidus qu'elle produisait en faisant son jus. C'est comme ça qu'elle a eu l'idée de vous offrir des super épices. Mais les épices ont tellement été populaires que maintenant, on produit des jus pour avoir des épices.